Bon, on est en direct. Est-ce qu'il y a un décalage? Oui, je ne sais pas. Bon, il n'y en a pas. Ça va un petit peu mieux comme ça. Là. Mais Bon, c'est pour que ta avant, chaise, tu l'as graissée, là. C'est ça? j'ai pas graissé, j'ai cherché en vitesse pendant l'intermède mon WD-40, donc je vais essayer de pas bouger, pas trop pour la chaise. J'ai pensé à l'instant où on t'a dit on est en direct. Ah On va, bon, on va commencer par le proverbe du jour parce que je l'ai bien aimé en regardant les proverbes dans la Bible. Le proverbe dit un homme prudent prévoit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Alors c'est choisi volontairement par rapport à l'actualité quand même, puisque il semblerait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aient compris que en fait le diable ou les gens qui dirigent le monde, c'est comme on veut, en fait, vous propose la thèse et l'antithèse. Donc, dans les événements que vous voyez aujourd'hui, eh bien, vous pouvez être dans un camp ou dans un autre, mais méfiez-vous de ne pas servir le même maître. C'est ce qu'on va oui, dire. oui. Voilà. Et Puis on là, va. je vois vite, là, Denis, là, je me garde une petite joie pour en parler un petit peu après les news flash, là. Parce que là, On va moi, je commencerai avec une petite nouvelle anodine là, d'une personne aux États-Unis que le média n'a pas nommé son nom, mais un premier mentalité de martyr là, qui a refusé une greffe cardiaque. Il a été retiré de la liste des greffes cardiaques parce qu'il ne veut pas être vacciné. refuser à l'entrée à l'hôpital pour se faire une greffe parce qu'il refuse le vaccin. Bon, on imagine très bien que c'est le passeport pour Babylone, il a compris qui c'est qui lui donnait, on va dire, tout simplement, quoi, avec le bon QR code. Et que c'est vrai qu'on est obligé de penser à tous les gens qui perdent leur travail, etc. Mais bon, il faut méditer déjà celui-là parce que lui, c'est sa peau qui risque. Parce que généralement, quand on est à un jour de faire une greffe de cœur, on est quand même, pour ces gens qui sont dans ce genre d'affliction, euh, au bord de sa vie. C'est un choix de vie absolument extraordinaire, enfin, qui est incroyable, quoi, je veux dire. Donc on peut le citer, et on peut le citer en exemple à ceux qui ont déjà commencé à souffrir, Ouais. Et puis après, bon, on va pouvoir attaquer la deuxième news. La deuxième news, bien entendu. Mais là, parlons de la situation en Ukraine, là, un petit sujet anodin, là, parce que Alors, on... alors voilà ce qui se passe actuellement. La dernière que j'ai vue, c'était une interview qui expliquait que les soldats ukrainiens, ça y est, étaient prêts à mourir, ils savaient qu'ils vont mourir, etc. Bon, en fait, il faut savoir que M. Poutine n'est pas un participant ordinaire du pandémonium mondial quand même. Il y en a beaucoup, malheureusement, qui attendent la liberté de lui ou d'une révolution organisée par Soros, qu'importe, je veux dire, qui Plusieurs attendent catholiques, d'ailleurs. Plusieurs catholiques croient en Poutine. beaucoup croient en lui. C'est un joueur d'échecs, donc déjà, à mon avis, il ne fera pas du tout l'erreur d'attaquer, surtout pas. Et puis il n'a pas besoin, puisque de toute façon, il sait très bien, comme peuvent le comprendre beaucoup de gens qui ont compris ce qu'était le Grand Rosette, qu'il va y avoir un crack à cause peut-être du vilain Covid, hein, certainement. Je ne sais pas quelle sera la bonne raison, ou peut-être à cause du mouvement spontané des camionneurs, pourquoi pas, dans le monde. De toute façon, quel que soit cet événement qui arrivera de façon exogène, qu'importe, si les gens veulent croire que ce soit un événement qui arrive par hasard. Par contre, M. Poutine n'est pas là par hasard, pas plus que Biden. Alors, Mais on déjà, pourrait-tu parler du... Mais là, c'est complètement de la folie. Le trône de Satan, là, que ben, il y en a... on va y venir tranquillement. OK. Mais avant d'y arriver, il y a un ordre à donner. D'abord, savoir qui est Poutine, si celui qui le sait est bien fort, qui le sait et qui peut le dire. Mais on peut juger ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, et il n'a pas fait beaucoup d'erreurs. Il n'a pas fait beaucoup d'erreurs en politique. Ça fait quand même. Il a même truffé des élections, on le sait, voilà, il est tsar, c'est le tsar rouge, quoi, soyons clairs, Mm-hmm. quoi. Voilà, donc lui, il est tout à fait mondialiste, quoi. Il est juste pas d'accord avec la part du gâteau parce que les Américains,
Et je veux dire, c'est bien beau de faire un crack mondial et puis de mettre une monnaie numérique mondiale, mais ils ne sont pas d'accord sur la part du gâteau. Donc lui, il sait que le temps joue pour lui, il sait très bien que les Américains, s'il y a un crack économique, ils seront bons à accueillir. Si d'aventure, supposons qu'il y ait une révolte mondiale avec un Nuremberg, etc., ce dont je doute fort quand même, mais bon, supposons, c'est quand même à son profit, c'est-à-dire tout le temps joue pour lui. En plus, on est gouverné par des imbéciles, puisque de toute façon, on sait très bien que on est le cœur de l'Europe, le cœur économique de l'Europe, c'est l'Allemagne, et l'Allemagne, il les tient par l'énergie. Il n'y a rien de neuf. C'était quand ils ont fait la Première Guerre mondiale, ils se disputaient les pétroles et l'invention de Monsieur Diesel. Quand on a fait la Deuxième Guerre mondiale, il y avait d'autres buts. Ça commençait à devenir un peu eschatologique, puisque à la première, il y a la déclaration Balfour, et après la deuxième, on a la création de l'État d'Israël. Je pense que c'est les deux événements qu'il faut plutôt regarder comme une partie des raisons qui sont en même temps historiques et eschatologiques et incontestables. Donc, en fait, le diable, il fait ce que Dieu lui laisse faire et il cherche des complices, quoi. Donc, on peut être complice par ignorance ou on peut être complice comme des personnes comme Macron qui savent très bien qui y servent, quoi, ou comme Bill Gates ou des personnages comme ça. Mais en fait, tous ces gens-là ne connaissent pas vraiment le scénario. Ils obéissent. On l'a vu sur la question du Covid. Je veux dire, du Corona Circus, quoi. C'était, tout le monde était exactement sur la même ligne de mensonge. Voilà. Mm-hmm. Et donc, Poutine, lui, s'est toujours tenu à l'écart parce que pourquoi il a cette intelligence supérieure? On va vous raconter une légende. En fait, au 19e siècle, les Allemands sont allés récupérer le temple de Pergame, cité par Saint Jean dans l'Apocalypse, là où se trouve le trône de Satan. Et cette pièce archéologique existe réellement. Elle existe réellement, et ce qu'en dit Saint Jean est clair. C'était de la sorcellerie, tout simplement, avec, comme font dans les sabbats, comme ils font par hasard le Bohemians Club là, en Pennsylvanie, les nuits de solstice, comme font ce que disent les enfants du juge Roche, toute la justice française, qui font des drôles de choses, des drôles de rituels, dans des drôles de tenues, etc. Et que les gens veulent croire que ça n'existe pas, que le démon n'existe pas. C'est sa plus grande force aujourd'hui. Et pourtant, il arrive, curieusement, tout le monde peut quand même constater un peu que quand on voit la direction du monde, je dis toujours, si Satan gouvernait le monde, je ne vois pas comment il pourrait faire autrement. Donc c'est un petit peu, je dirais, une chose que aujourd'hui, effectivement, il y a des gens qui se disent c'est le mal absolu. Oui, mais le mal absolu, il y a bien des maîtres, des chefs d'orchestre, et puis il y a bien des élus. Et je dirais qu'à la limite, donc, quand les Allemands je vais transgresser, parce que sinon je vais aller plus loin. Donc, quand les Allemands ont récupéré le trône de Satan et le temple de Pergame, il s'est avéré que il y a eu une petite dispute entre Hitler et Staline à propos de cette pièce archéologique et ce temple de Pergame. Parce que curieusement, que ce soit à Nuremberg, là où Hitler faisait ses grandes réunions, ou que ce soit à la Place Rouge avec le mausolée de Lénine, et puis, comme par hasard, quand Obama a été élu, ils ont refait une reproduction du temple de Pergame. Donc ça, quand même, c'est pas trop un hasard. Mais par contre, ce fameux trône de Satan, ben, quand les Allemands ont pris Berlin, ils l'ont récupéré, et c'est Staline qui s'est retrouvé sur ce trône, ce qui peut expliquer un petit peu le règne de Staline et la puissance diabolique que peut donner ce fauteuil. Et ce fauteuil
a priori, alors c'est très dur, mais on peut dire quand même qu'il devrait se trouver actuellement sous le mausolée de Lénine, et les gens devraient un peu s'intéresser de cette étrange archéologie sur le mausolée de Lénine, qui est un temple bien entendu, et qui a en dessous des galeries, des pièces qui communiquent, je veux dire, avec le Parlement russe, quoi, d'ailleurs, au même titre que les Américains ont fait des installations assez curieuses sous terre, avec des symboliques au-dessus, comme c'est le cas de l'aéroport de Denver. Et puis il y a ce qu'il y a en dessous que personne ne peut dire vraiment ce qu'il y a, mais bon, on sait très bien qu'il y a quelque chose. Donc, je pense qu'il faudrait se méfier un petit peu de l'intelligence donc de M. Poutine et se souvenir que ce crétin de Sarkozy, un jour, a voulu lui montrer qu'il avait peur de personne. Quand il a parlé 10 minutes, un quart d'heure avec Poutine, il tenait plus debout, il titubait et il n'arrivait plus à parler. Bon, c'est quand même un petit peu curieux. J'ai d'autres anecdotes donc sur Poutine. Oui, c'est quelqu'un qui a, oui, il a une intelligence, mais le diable c'est également utiliser de la séduction. Mais moi, je dirais, méfiez-vous, parce que là, ça ressemble énormément à ce qui s'est passé en 1938, quand il y a eu les accords de Munich. Et bien là, on entend les mêmes choses, c'est les accords de Minsk, c'est les accords de ceci, de cela. On définit bien deux camps, on définit bien le pacte fait par les camps, et puis après, on se retrouve en 1939 à déclarer la guerre aux Allemands en vertu d'un pacte. Bon, si les gens avaient un petit peu de curiosité, ils devraient se demander comment et qui a aidé les Allemands et a laissé les Allemands se réarmer avec la puissance qu'ils ont, et à quel point on était alors aveugles, crétins, je ne sais pas, parce que en fait, quand ils ont attaqué en 1940 les Allemands, alors qu'on leur avait déclaré la guerre, donc on ne devrait pas s'en étonner, ben on jouait à la pêche à la ligne derrière la ligne Maginot, donc ils l'ont contourné, ils sont arrivés, trois quarts d'heure après, ils ont demandé les clés de la boutique, allez, c'est tout à nous, quoi. Donc après, on rentre dans une histoire que je ne veux pas raconter, c'est les accords de Montoire et bon, les conséquences. Mais bon, ça s'est passé exactement de la même manière en 1939. En 1939, comme disait Churchill, voilà, vous avez voulu éviter la guerre au prix de la honte, et ben vous aurez le déshonneur et la guerre. Voilà. Donc maintenant, quand on voit M. Macron qui va faire donner la leçon à M. Poutine, ou les Allemands qui menacent Poutine, je leur rappellerai simplement que on est très, très, très mal au niveau de l'énergie aujourd'hui en Europe à cause de nos écolos tartuffes, à cause de gens qui s'imaginent que on va rouler, on va tout faire en tout électrique. Mais attendez qu'il y ait plus de voitures électriques, et puis quand tous les Français iront à la queue leu en vacances, eh ben vous avez 300 km d'autonomie, les gars. Donc il va y avoir la queue aux pompes de rechargement, à mon avis, sur les autoroutes. Voilà, mais c'est d'intelligence élémentaire, quoi. Donc Poutine, en fait, nous tient, il fait ce qu'il veut. Je veux dire, on est tributaire. Voilà, il faut savoir dans la vie quand on est tributaire. Et nous, les Européens, on est tributaire de Poutine pour l'énergie. C'est clair et net. Donc c'est lui, il n'a pas besoin d'attaquer. Pourquoi il attaquerait? Lui, il va arriver. Le 5 février, il va vous dire, bon, bah, écoutez, on a presque fini nos manœuvres, on les finira au mois de mars, qu'importe. Et après, ils vont reculer. Ils vont attendre de toute façon, parce que là, pour l'instant, les Européens sont en train d'exciter les Ukrainiens, qui se sentent soutenus par le monde entier, et qui vont peut-être aller chercher le casus belli dans le Donbass, à Donetsk, par exemple. Et là, bah, Poutine, il ira défendre, comme a fait Hitler, les Sudètes. Voilà. C'est l'affaire des Sudètes qui se prépare. Bis repetita placenta, on ne change pas un scénario qui gagne. Donc, Poutine, il me décevrait beaucoup s'il attaquait là. Non, là le système a besoin d'un petit peu de répit, parce qu'il est déjà sur une erreur magistrale avec le Corona Circus. Et maintenant, il faut qu'il trouve la porte de sortie. Parce que bah, ça n'a pas marché exactement comme il voulait. Il y a eu une certaine réticence des peuples à se faire injecter quelque chose qui change la nature
génétique de la personne. C'est-à-dire qu'on en arrive à la question qu'on évoquait avec Pierre ce matin, c'est la question, qu'est-ce que la désolation de l'abomination réellement? Et on vous donnera une vidéo d'un exégète qui a une petite idée qui me semble très très intelligente en parlant de ce que l'homme a attaqué particulièrement, où il a attaqué le temple de Dieu, c'est l'homme, on est le temple du Saint-Esprit, et à partir du moment où il attaque, je veux dire, carrément, à partir du moment où on a signé l'autorisation de faire, ça s'appelle bioéthique, c'est pas très éthique, et qui nous a amené à toutes ces folies, jusqu'à faire un vaccin ARN. Voilà la réponse. Il y a une personne qui est au courant, il parle du méchant, Denis. Michel Gorme semble être au courant. Mais donc, tout ça pour dire que côté géopolitique, on dirait que ça ressemble à des choses qu'on a déjà vues. Ça pourrait... Parce que là, on en vient au convoi. Là. Parce que, tu sais, les écrans de fumée, c'est des tactiques qu'ils ont souvent utilisées. Ben, de toute façon, soit il y a moi, je pense qu'il y a eu une révolte plus spontanée que les camionneurs, c'était les gilets jaunes, on a vu le résultat. En effet. Je veux dire. Ben, spontané, tu sais, déjà, des révoltes spontanées. Là. Alors, il peut y avoir des révoltes, mais pas des révolutions spontanées. Une révolte, il y en a eu. C'est ça, des révolutions, ça veut dire. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que les gens... Des révolutions spontanées. Ben, disons que, je dirais, moi, à mon avis, si le diable gouvernait le monde, et si, à un moment donné, ben, quand il sent que c'est comme quand on va à la mer, quand tu vois que le panier est plein, avant qu'il craque, tu le sors de l'eau, quoi. Et là, je pense qu'il a quand même à peu près toutes les clés en main, puisqu'il a la thèse, l'antithèse, capitalisme, communisme, prenez n'importe quoi, c'est lui qui dirige les deux bords, au même titre que les Rothschild finançaient les nordistes et les sudistes à la guerre de sécession. C'est un procédé vieux comme le monde, il n'y a pas de... Donc, il y en a qui se sont fait tuer en sudistes, il y en a qui se sont fait tuer en nordistes. À l'arrivée, soi-disant, on s'est battu, soi-disant, pour la liberté contre l'esclavage. Bon, on fera un petit spécial sur l'esclavage. Je rappellerai juste une anecdote, c'est que monsieur de Rothschild s'est fait rembourser par la couronne d'Angleterre l'argent qu'il aurait perdu quand il a abandonné le commerce triangulaire. Il a un manque à gagner, comme aujourd'hui, pareil, à cause de la crise du Covid, on fait ce qu'on appelle des opérations de tapering, de quantitative easing, etc. En fait, on donne de l'argent aux riches, quoi, hein, pour les inconvénients qu'ils subissent dans leurs bénéfices sur les décisions politiques de ceux qu'ils ont nommés. Parce que, je veux dire, forcément, aujourd'hui, en politique, on ne peut pas sortir si on n'a pas été estampillé dans le camp de la mascarade, quoi. Mais une petite anecdote, parce que cette semaine, tu as démontré tes connaissances à Wall Street. Là. On en parle-tu juste un petit à côté, que tu avais prévu des choses qui se sont passées dans la même journée? On ne parle pas de ça. Tu avais parlé qu'il allait monter à un moment donné je ne sais plus c'est quoi l'indicateur. Ah ouais, non, ça je m'étais amusé, je m'étais moqué un petit peu des milieux financiers dans les années 2006, etc. Donc, quand j'ai attendu que le CAC soit à peu près à son sommet, qui devait être à l'époque 6003, je ne sais pas, 6000 et quelques, quoi. Et je suis arrivé, j'ai dit, ben, vous savez, les gars, vous allez descendre à 2400 points. Donc, à ce moment-là, ils m'ont regardé comme un extraterrestre. Et au mois de mars 2009, on est descendu à 2400 points, exactement. Voilà. Au même titre, j'avais prévenu un ami quand l'euro était monté à pratiquement 1,61 et quelque chose. Je dis, ben là, ils vont s'arrêter. Pourquoi? Je dis, parce que c'est le nombre d'or. C'est 1,618. Donc là, maintenant, l'euro, il va redescendre. Ils s'amusent avec nous. Ils s'amusent dans l'archéologie. Ils s'amusent quand ils vous donnent une pièce de 10 francs française, ils vous mettent un Lucifer dessus, qui est au-dessus de la Bastille. Et puis on vous dit, c'est un génie. Non, c'est Lucifer. On tourne autour de Lucifer à la Bastille. Voilà. Bon, c'est quand même des intronisations bizarres, quoi. Je trouve c'est des goûts, je dirais, un peu douteux, quoi.
ben, comme le convoi de la liberté, parce que là, on va clore ça un petit peu parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire à part que Trump est derrière, Elon Musk, puis les personnes semblent mordre à l'hameçon, encore une fois. Là. De toute façon, il suffit qu'il se rappelle simplement ce qu'on a appelé les révolutions colorées ou le printemps arabe, ou même tout ce qui s'est passé avec Pinochet au Chili, ou la révolte des œillets contre Salazar. Il y a toujours quelque part un Deus es machina, je crois qu'on dit comme ça en latin. Ouais, Deus es machina. Ouais. Voilà, et il faut chercher qui c'est, et c'est pas dur à le trouver. Alors on peut feindre de l'ignorer. On peut feindre, mais il n'y a pas plus, on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif, quoi. Si vous n'avez pas compris que tous les mouvements, comme mai 68, étaient financés par la CIA, mais c'est Cohn-Bendit qui le dit, c'est pas moi, je veux dire. Donc les gens, arrêtez de rêver, quoi. Tous ces mouvements spontanés n'existent pas. Il faut savoir qui est derrière. Mais de façon spontanée, je dirais, oui, il peut y avoir comme les Gilets jaunes, mais si ça gêne, les gars, ils se sont fait massacrer. On a massacré des mecs en France qui venaient dire à leur président, on a faim. Et après, le gars, au 14 juillet, il va aller fêter la prise de la Bastille parce que, soi-disant, Louis XVI a laissé mourir son peuple de faim. Seulement Louis XVI, ils étaient dans la misère à cause de l'éruption du Laki, alors que là, les milliardaires sont de plus en plus riches, même pendant la crise du Covid, même pendant toutes les cracks financiers, même pendant toutes les guerres, ils en ressortent les poches pleines, les gars. Et on se dit, mais pourquoi ces révolutionnaires, finalement, ils font la révolution d'Espagne, ils vont tuer les petites sœurs, les petites sœurs, les moines. En France, alors on en a fait plusieurs, on a eu plusieurs séries, 1792-93. Après, on a eu à la Révolution de 1870. Après, on s'est encore repris à eux. On leur a spolié tous leurs biens en 1906. Enfin, en quoi pouvait gêner des petites sœurs des pauvres qui soignaient les gens gratuitement toute leur vie? En quoi ça gênait? Pourquoi? Posez-vous la question. Ou alors relisez les comptes rendus de la franc-maçonnerie. Ils vous expliqueront, eux, pourquoi. Les francs-maçons, d'ailleurs, qui ont été fondés par nos chers amis protestants, entre autres, Rosicruciens, etc. Oh, ouais. Ils ont la mémoire courte, nos amis protestants. Oui, ça, on va en parler. Rafraîchis la mémoire à nos chers amis protestants. Mais c'est parce que ce que moi, je trouve personnellement drôle, c'est qu'à la première journée de cette grande fête, parce qu'ils appellent ça Woodstock eux-mêmes, c'est Woodstock à la télévision. Tu sais, la télévision, ils cèdent le micro pour une fois aux complotistes, entre guillemets. Là, il peut parler autant qu'il veut. Là, c'est comme Woodstock. C'est quoi votre plan? Ben, c'est de jouer du tam-tam puis de faire sex, drug and rock and roll. Il y a de quoi de bon qui va sortir de ça, là, avec ces, on voit que t'es voué à l'échec de façon disons. Comme disait Talleyrand de Périgord, il faut agiter le peuple et en servir. Donc, je dirais, j'en reviens au proverbe que j'ai cité dès l'entrée, et je dirais, j'ai une certaine petite méfiance sur ces mouvements spontanés. Voilà. Mais bon, faut savoir pourquoi ils ont lieu. Si ces mouvements spontanés veulent retrouver la Babylone d'avant le Covid, moi je leur dirais, j'y crois pas trop. Le programme a commencé, le grand reset a commencé. Vous feriez mieux de bien le lire et vous demander à quelle sauce vous allez être mangé. Voilà. Ça, pour moi, je dirais ça. Parce que dans le programme du grand reset, il y a un crack économique. Alors, par contre, ils ne vous disent pas la guerre, mais toutes les prophéties vous disent la guerre. Voilà. Après, il faudra se mettre d'accord sur les temps. Alors, peut-être, j'en parlerai dans la vidéo sur l'Apocalypse, dans 3 vidéos, puisqu'il y en a encore 2 qui sont déjà tournées, de la question économique et comment ils jouent avec les crises financières au moment opportun. Quand il ne faut pas oublier que l'accession d'Hitler, c'est le krach de 29, c'est le krach de Weimar derrière. Et derrière, qui a provoqué le krach de Weimar? C'est les Américains, c'est même pas la peine, ils l'ont fait exprès. Ils l'ont fait exprès pour amener Hitler au pouvoir. Hitler, il était coopté par Wall Street et toute la synarchie française. Faut en avoir conscience. Alors après, à ce niveau-là, il y a encore quelque chose au-dessus. Vous voyez, là, on est
le visuel, l'incontestable. Je veux dire, I.G. Farben, c'était Standard IG, c'est Rockefeller, enfin protestant Rockefeller, je crois. Hein. C'est un protestant, je crois. Hein. Je crois. Hein. Bon, ben, il était associé avec Hitler, comme la famille Bush, elle a fait du business avec Hitler. Et puis, faut pas oublier non plus que c'est dans les camps de concentration qu'ils ont commencé les recherches sur les semences OGM, mais ils les ont essayé sur les mecs, ils sont amusés avec la vie végétale. Donc, tous les désastres de l'agriculture moderne, hein, que ce soit les semences OGM ou la fameuse formulation NPK qui, sans elle, il n'y a rien qui pousse, puisque la Terre est devenue un support horizontal. Le diable, lui, détruit tout. Voilà, il a détruit la nature, les mers, il a tout détruit, et les gens ne comprennent pas encore qu'il a tout détruit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut qu'il reste comme ruine pour qu'ils se rendent compte qu'on est sur un champ de ruines, mais un champ de ruines comme on n'en a jamais vu. On a réussi quand même à faire le plus de misère au monde dans l'époque la plus riche de l'histoire de l'humanité. C'est fabuleux. Quand on voit tous ces œuvres caritatives, quand même, Kouchner qui se bat, le sac de riz sur le dos, qui va le déposer aux pauvres Éthiopiens qui ont faim le matin, l'après-midi, il est à Sarajevo, il fait un rempart de son corps à la veuve et l'orphelin. Et ben, l'année d'après, Monsieur Kouchner était l'homme de l'année. C'était l'homme de l'année, je vous le jure. Donc, vous imaginez que c'est pas d'hier, la bêtise. Elle n'est pas d'hier. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que nos chers amis mondialistes, quand même, puisque les gens aujourd'hui sont stupéfaits de ce qu'ils peuvent faire, ils veulent un Nuremberg sur cette histoire du vaccin. Ils veulent un Nuremberg, mais vous voulez un Nuremberg, mais le Nuremberg, il n'a jamais existé, les gars. Il n'a jamais existé. C'était une mascarade. Ils ont relâché. Figurez-vous que celui qui était, par exemple, à Nuremberg, Fritz Termer, c'est lui qui a mis en place toutes les normes alimentaires avec le Codex Alimentarius, en réintroduisant des poisons dans la nourriture, hein, des poisons, des produits que des États avaient refusés. Eh bien, à cause du Codex Alimentarius, ils ont été obligés d'empoisonner leur peuple avec les pires poisons. Aujourd'hui, vous regardez n'importe quelle composition d'aliments, c'est un poison. Ils ont décidé en 91-12, quand ils ont fait le World Stat Forum, qu'on était 80% d'inutiles. Ils nous l'ont dit. C'est pour ça qu'ils ont mis en place le tititainment. Ben, les inutiles, maintenant, il faut bien les vacciner quand même pour les sauver. Vous imaginez qu'ils disent un jour, il y a 80% d'inutiles, comment on pourrait s'en débarrasser? Et que 30 ans après, ils disent, ah ben on va les sauver. Mais... Et ça, tout le monde peut le vérifier. Et qui c'est qui met en place le World Stat Forum où il décide le tititainment? Gorbatchev. L'homme avait la tache sur le front, là. Ouais. Qui était dans le New Age, comme par exemple. Je crois que Dieu, il lui a mis un tampon sur la tronche. Attention, hein. La perestroïka, c'était un piège. C'était un piège mortel. Et les Américains sont tombés dedans, bien entendu, puisqu'ils s'imaginent le peuple élu. C'est les WASP, c'est comme ça. Oui. Voilà. On se dirige lentement vers... mais juste une petite dernière, on va rétrograder, là, une petite news anodine, encore une fois, tu sais, par rapport au Corona Circus, là, le type Pfizer qui compte investir 520 millions d'euros sur 5 ans en France pour lutter contre le COVID-19. Ah oui, alors là, les gars, la mascarade Covid, elle n'est pas terminée, parce que le gouvernement... parce que ça, vous savez, quand on installe une usine de pharmacie, etc., c'est entre gouvernement et groupe pharmaceutique. Donc, aide Pfizer, il investit 520 millions, c'est pas pour que vous soyez sortis de l'affaire demain. Hein. Vous savez, si Pfizer met de l'argent pour lutter contre le Covid en France, faut que ça rapporte. Hein. C'est là, faut que ça rentre dans le tiroir caisse. Donc, on vous annonce que le Covid, la mascarade, vous en avez encore pour 5 ans. Maintenant, on peut espérer que ce mouvement des camionneurs à travers le monde va nous sauver. Moi, je suis prêt à le croire, mais à mon avis, si ce mouvement obtient des concessions sur le Corona Circus,
ça pourrait bien aider l'autre camp qui est empêtré dans des situations inextricables, parce que la somme de mensonges, vaut mieux la mettre sous le tapis de la contestation et qu'après les gens partent contents en criant liberté, on a gagné. On a gagné. Vous allez gagner, vous allez voir. Vous allez leur servir de paravent. Oh, bah, vous savez, vous avez vu le peuple, on a écouté le peuple. Voilà, parce que bon, la souveraineté, on a entendu la souveraineté du peuple, bien sûr. Et on va faire un Nuremberg, bien sûr. Oui, deux. Deux Nuremberg. Moi, je pense plutôt que quand il y a vraiment un gros truc à cacher, ils font comme au 11 septembre sur le WT7, là, il n'y a pas d'avion, la tour elle tombe, et en dessous, il y avait tous les scandales financiers de Wall Street, de la SEC, n'est-ce pas? Voilà, mais ça, non, bah, non, on n'a pas fait de fouille archéologique, là. Ils ont rien retrouvé. Bon, il y a un pilote qui s'envoie, qui se fait vaporiser dans une tour, on retrouve intact son passeport, mais tous les documents de la SEC, on les a perdus, hein. Le scandale Enron, tous les scandales, allez, terminé, circuler, il n'y a rien à voir. Comme d'habitude, rien de neuf sous la planète, quoi. Ouais. Parce que comme Je suis Charlie, il y a aussi le truc du passeport, hein, Je suis Charlie, qu'ils ont découvert dans le taxi. Là. Ça aussi, ils l'ont ressorti. Parce que le pourquoi se forcer? Le passeport magique. De toute façon, tout le monde peut constater quand même qu'on est dans un état une société. Je redirai 100 fois la phrase de Saint Jean en ce qui concerne l'église de Sardes, quand il dit « Tu as le nom de vivant, mais tu es mort ». Et je crois qu'il faut s'arrêter très longuement juste sur ce mot. Comment on peut avoir le nom de vivant et être mort? C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc, on a mis en place une bibliothèque pour tout le monde. Dedans, vous avez l'Apocalypse d'Althusser. Pierre a oublié de vous signaler en dessous, il y a une bibliothèque. Et croyez-moi, dans la bibliothèque, on va vous mettre de quoi réfléchir. Et puis ça évite des fois, on dit aux gens, un livre dans la bibliothèque, on va un peu gagner du temps parce que ça devient malheureusement, là par exemple, je ne vois pas le chat. Pourquoi? Parce que on ne peut pas répondre à toutes les questions. Il y a des questions où les gens doivent chercher. S'ils ne se donnent pas la peine de lire à minimum une question, si tu as une question, ben, tu t'essayes d'abord de la trouver tout seul, et puis après tu demandes à quelqu'un où est-ce qu'est la réponse. Nous, la réponse, on ne l'a pas. Elle est écrite depuis bien longtemps. Il suffit juste de retrouver la réponse. Voilà. Exact. Donc, mais juste pour mentionner que je vais la mettre ensuite dans le lien quand le live va être fini, parce que c'était sur l'autre live qui n'a pas fonctionné. Mais ensuite, je vais le mettre, la bibliothèque de l'Apocalypse, dans la description. 2 personnes qui travaillent, qui bossent fort avec... tout est là, en une page. Il n'y a plus d'excuses. Tout est là. Vous cherchez, c'est dedans. Voilà. Et à commencer notamment par avoir une bonne traduction. Une bonne traduction. Vous savez, le diable se cache dans les détails. Et comme par hasard, plus on se dirige dans le temps et plus on se rend compte la fantaisie des traductions protestantes. C'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire. Je crois que tu as un cas, Pierre, qui t'a fait scotcher. J'en ai un qui est assez spectaculaire, mais aussi tu en avais un qui était pas pire aussi. Je commence avec le mien ou? Vas-y, commence avec le tien. Mais tu sais, c'est des détails. Là. Ça vient, je crois, d'une ex-protestante. Là. Moi, je ne suis pas un spécialiste, je n'ai pas de Bible protestante ici, il y en a une ailleurs, mais la personne a mentionné que c'est Marie qui a reçu une grâce au lieu de Marie pleine de grâce. Déjà, on voit l'esprit du protestantisme qui n'aime pas vraiment la Vierge. Disons que si ils veulent nous accuser de mariolâtrie, alors que bon, on n'a jamais rendu un culte à Marie, eux, on peut les accuser de blasphème. C'est au choix. Ils se disent chrétiens, qu'ils essayent de ne pas torturer les textes chrétiens, qu'ils essayent de les lire simplement avec humilité. Je dirais à mes chers amis protestants, il y a souvent une phrase que je demande à un protestant. Je dis, tu sais, aux noces de Cana, quand la Sainte Vierge dit au Christ, hein, ils n'ont plus de vin, le Christ lui répond,
femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mes chers amis protestants, méditez cette question, vous verrez si c'est nous qui sommes mariolâtres ou si c'est vous qui êtes blasphémateurs. Parce que si le Christ, il te demande, là, dans cette question, il demande à la Sainte Vierge, vous imaginez, chers amis protestants, que la Sainte Vierge ne sait pas qui est le Christ et le Christ ne sait pas qui est la Sainte Vierge et qu'est-ce qu'ils doivent faire ensemble? Vous croyez, chers amis protestants, que cette question, elle est posée là? Vous croyez qu'au pied de la croix, quand il dit « Fils, voilà ta mère, mère, voilà ton fils », ça veut tout simplement dire « Appelle la maman dorénavant et prends-la à la maison ». Non mais, on se fait bouffer le cerveau par les valtortistes. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est? Ils ont transformé la virilité de l'évangile en sensualité. C'est du sensualisme, votre lecture. C'est du pur sensualisme. Et quand il y a des gens qui veulent défendre Valtorta, est-ce qu'ils trouvent normal la fantaisie de Jésus qui s'amuse à dire à Saint-Pierre « Ouais, t'as voulu te taper ma mère ?» Non, mais écoutez, les valtortistes, atterrissez un peu, hein, et vite, hein, parce que là, en matière de blasphème, j'en ai pas vu un plus grand. On se croirait chez Cyril Hanouna, les gars. Là, on n'est plus dans l'évangile, on n'est pas dans l'eschatologie, on n'est pas dans la lecture sainte. On est dans un talk show. C'est Wild Wild West, là, comment il s'appelle, la Buffalo Bill, son cirque. Voilà, c'est le cirque de Buffalo Bill, là, avec les vilains indiens et les gentils cow-boys. Les gars, vous arrêtez de redescendre sur Terre, quoi. Donc, l'esprit protestant, là, on va aborder ça un petit peu, parce que moi, je m'étais lancé comme mission de lancer des missiles sur Martin Luther, mais après 3 jours de lecture et de capture d'écran, puis tout, j'ai eu le goût de vomir, littéralement. Fait que, on va abréger ça pour pas torturer le monde, là, mais que, tu sais, Luther, lui, il avait une fixette avec le diable, disons, là, depuis le début jusqu'à la fin. Alors, on va aller directement, on va se taper Luther. Non, on va le faire après. On va d'abord poser une question à mes chers amis protestants. On va faire les choses dans l'ordre. Alors, aujourd'hui, on est bien d'accord. Niveau 1, c'est le fric qui dirige le monde, si vous voulez. Si vous voulez. À ce moment-là, on va rentrer dans l'histoire de la création des banques. Donc, il faudrait savoir qui a créé les banques centrales. La banque d'Angleterre, qui était une banque privée, je le signale. La Fed, qui est une banque privée, et puis la Banque de France, et ça, qui ont été des banques privées. Qui était derrière la création de la Banque de France? Ce n'était pas des protestants, mes chers amis protestants? Est-ce que vous connaissez un banquier catholique, un grand banquier catholique dans l'histoire des banques modernes? Si vous en connaissez un, je vous ferai la charité de citer les vôtres. Après, comment fonctionne le système fractionnaire, les accords de Bâle, etc.? C'est tout simplement le système mis en place à la Banque d'Angleterre. Tu comprends? Comme j'ai 10 francs, j'ai le droit de te prêter 100 francs à 5 euros d'intérêt. Donc 5 euros d'intérêt sur 100 francs, ça fait 5 francs. Toi, tu as mis 10 francs, tu as 10 francs d'argent réel et tu récoltes 5 francs d'intérêt au bout d'un an. Vous n'avez pas l'impression que ça ne va pas, les gars? Refaites le compte. Hein. Système fractionnaire des banques, j'ai 10 francs, donc j'ai le droit de prêter 100 francs. Avec ces 100 francs, c'est la création monétaire aujourd'hui. C'est le crédit, c'est plus le système de l'or aujourd'hui. Votre argent représente un crédit. Vous avez prêté votre argent au subprime et puis vous l'avez perdu. Voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc ce système, ça a été inventé par nos chers amis protestants en Angleterre, la Fed, et puis après, comme la banque des banques, parce que j'ai fait un spécial bistrot du complot là-dessus, il faudrait se pencher sur la BRI, la Banque des règlements internationaux, qui est la banque des banques centrales, qui a un statut d'État en Suisse. Suisse, pays ô combien protestant, Suisse ô combien attaché aux vertus de l'argent qui rapporte, je le dis bien, parce que le pseudo-capitalisme, c'est la création de l'outil de travail et de ce qui doit rapporter et du partage qui doit se faire entre ceux qui travaillent et ceux qui ont mis de l'argent dedans. C'est une répartition. Bon, aujourd'hui, tout le système, toute l'économie moderne a été pensée par nos chers amis anglais, américains,
d'autres après l'école suisse, etc. Mais toute cette pensée économique, c'est bien elle qui dirige le monde. Et puis, si nos chers amis protestants ont la mémoire courte, je leur rappellerai également que c'est la Fabian Society qui a mis en place la London School of Economics. Je rappellerai à mes chers amis protestants, au hasard, qu'ils ont mis en place toutes les bourses d'études anglo-ricaines et que toutes les écoles qui forment les élites, toutes les écoles aux États-Unis, sont des fondations dues à la charité protestante, mais exonérées d'impôts. Hein, qu'on s'en rappelle, Bill Gates, il joue bien avec ce système. Le caritatif à la protestante est bien entendu une blanchisseuse d'argent, tout simplement, on le sait. Mais par contre, c'est eux qui ont mis en place également, nos chers amis protestants, parce qu'il faut voir quel est le pouvoir des anglo-ricains, puisque si vous prenez la carte du protestantisme aujourd'hui dans le monde, hein, c'est pas compliqué, hein, États-Unis, Angleterre, Allemagne, Australie, les anglo-bourricains. Voilà, qu'on soit clair et net. Donc, je crois que c'est eux qui ont théorisé également la fameuse formule qui contrôle la nourriture, contrôle les hommes, qui contrôle l'énergie, contrôle les pays, et qui contrôle la monnaie, contrôle le monde. Bon, qui a soufflé cette charade? C'est bien Monsieur Rothschild qui a dit « Donnez-moi le pouvoir de battre la monnaie et je me fous de qui fait les lois ». Et ça, cette théorisation du capitalisme et du contrôle total de la création de ce système qui a été mis en place et théorisé par tous les Anglais et les Américains, hein, ça s'appelle comment? Ça s'appelle le collectivisme oligarchique. C'est-à-dire que eux, ils ont créé une oligarchie qui gagne de plus en plus d'argent et la piétaille, eh bien aujourd'hui, on lui fait manger du Marx, soit en perfusion, soit en gavage comme les oies. Et aujourd'hui, quand vous avez aujourd'hui des élections, eh ben, vous savez, vous pourrez voter Zemmour avec Marion Maréchal qui vient de le rejoindre, etc. Ces gens sont des collectivistes, c'est des rouges. C'est des rouges. Alors je sais qu'il y en a qui vont sauter, vous allez sauter. Eh bien moi, je vais vous faire un pari. Quand bien même Zemmour et Marion Maréchal viennent au pouvoir, ils ne changeront pas d'un iota toutes les lois iniques qui ont été votées. Et les lois iniques, elles sont très simples. Et qu'un protestant me dise que j'ai tort, toutes les lois de bioéthique sont une offense à Dieu. Toutes les lois sur le génie génétique végétal, c'est une offense à Dieu. Ils attaquent la création, là. On s'attaque à la création. Là, voilà la désolation et l'abomination. Là, voilà, on a touché la création. Et le diable, vous savez, il va vous y emmener gentiment, doucement. Aujourd'hui, ce que dit Marine Le Pen, du temps de Jean Jaurès, elle aurait été taxée de gauchiste à l'Assemblée nationale. Vous vous rendez compte? Jaurès l'aurait traité de gauchiste. C'est les mêmes propos. Donc, je veux dire, moi, je veux bien faire de la politique, mais parlons à ce moment-là de la science du gouvernement de la cité. Aujourd'hui, vous prenez tous les systèmes, vous avez des syndicats de droite et de gauche. C'est merveilleux. Regardez, ça fait un siècle que ça dure. Vous syndicalisez à droite, vous syndicalisez à gauche. Bon, il n'y en a pas un qui a lu Rerum Novarum, hein, l'encyclique Rerum Novarum. Allez la voir sur la question du patron, du travailleur, de l'organisation normale de la société. Eux, ils vous l'ont joué beaucoup plus simple. Ils ont inventé des taxes, par exemple, la TVA. La TVA, c'est quoi? C'est l'impôt sur les pauvres. Le riche, qu'est-ce qu'il en a à foutre du prix de l'essence? Le mec, il achète une bagnole à 500 000 euros. Vous imaginez que 10 centimes sur le carburant, ça le gêne? Il s'en fout. Ça gêne tout le monde, mais pas lui. Lui, ça ne le gêne pas. Absolument pas. Par contre, si les syndicats avaient été une once intelligente, mais juste une once, hein, depuis le temps qu'ils nous ont joué le carnaval des délocalisations, normalement, celui qui a inventé la TVA, il avait prévu également une taxe, mais celle-là, elle n'est pas passée, sur les gens qui utiliseraient la main-d'œuvre à bon marché pour rééquilibrer un petit peu, je veux dire, l'usage
de l'esclavage. Parce que, en fait, la délocalisation, c'est on a offert à tous les industriels qui n'avaient pas trop de conscience. Hein. Donc, bon, les Américains font tout en Chine. Hein. Mais nous aussi, maintenant, de toute façon. Mais, je veux dire, il suffisait de mettre cette taxe en place. Ou alors, plus simplement, puisque maintenant, ces mecs-là reviennent, soi-disant relocalisent. Mais le problème, ils relocalisent des usines automatisées. Donc, je veux dire, depuis un siècle, depuis le début de la révolution industrielle, il y a une taxe qui n'a jamais été proposée et qui, normalement, de toute évidence, il fallait instaurer, c'est la taxe sur les gains de productivité. C'est parce que le progrès appartient à tous les hommes. Donc, immanquablement, depuis plus d'un siècle, il y a moins en moins d'ouvriers qui travaillent, mais il y a plus en plus de profits. Bon, des profits qui sont faits par des machines. Eh bien, on ne peut pas taxer les gains de productivité. Ça vous est pas venu à la ciboule, messieurs les syndicalistes, hein, au lieu de vous battre depuis un siècle pour qu'aujourd'hui, en France, des gens travaillent à 8,37 € de l'heure net. Parce qu'aujourd'hui, pour savoir ce qu'on gagne en France, entre le brut et le net, c'est assez compliqué. On doit être rendu à 8,30. Je crois qu'ils nous ont augmenté, là, peut-être 8,70, attention. Et là, et là, il n'y a rien qui vous turlupine, les gars. Il n'y a pas. Vous ne dites pas un petit peu, ces syndicats, ils nous ont un peu truffés, là. Ils ont mal négocié le truc. Ouais, bah, écoutez, les gars, si vous voulez, dans une usine où il y a 30 ans, il fallait 100 personnes, eh ben, on va la rouvrir avec 5. Mais on va bien les payer, les 5. Hein. Ah bah, sûrement. T'en as mis 95 à la porte et tu gagnes plus. Pas difficile. Hein. Moi aussi, je suis socialiste comme ça. Il n'y a pas de problème. Voilà. Sauf que dans la religion catholique, eh ben, le juste salaire, ne pas payer le juste salaire, c'est un péché. C'est un des plus graves péchés qui existent. À la même hauteur que le meurtre dont on devra répondre devant Dieu directement au jugement particulier. Je le signale à certains qui se disent chrétiens, puisque je crois savoir que nos chers amis protestants étaient comme nous jusqu'en 1517, et puis qu'après, en 1717, ils nous ont offert la franc-maçonnerie, parce que c'est eux qui l'ont fabriquée. Et puis, je crois savoir après qu'en 1917, ils étaient quand même sacrément à la manœuvre pour la Première Guerre mondiale. Hein, parce que, si vous vous en rappelez bien, la Première Guerre mondiale, la version officielle, c'est 3 cousins germains qui mettent l'Europe à feu et à sang. Hein. C'est le tsar Nicolas II, c'est Guillaume le Kaiser, et je ne sais pas quel roi d'Angleterre, Henri VIII, non pas Henri VIII, ah oui, ben Henri VIII, oh là là, oh là là. Est-ce que vous imaginez, chers amis protestants, je vais vous faire encore la charité de la vérité, vous avez un mec qui s'appelle Henri VIII. Alors figurez-vous qu'il avait réfuté le protestantisme avant sa petite dispute avec le pape, quoi. Ouais, il avait fait une très belle réfutation des thèses de Luther. Et puis un jour, il a décidé que finalement, quand il y a une gonzesse qui lui plaisait plus, il la mettait au placard et puis éventuellement, s'il dégage, si elle meurt empoisonnée, pendue, décapitée, qu'importe, on passe à la suivante. Puis au bout d'un moment, il y a quand même le pape du moment qui lui a dit cher monsieur, faudrait peut-être être un peu plus gentil, faudrait peut-être revoir votre conception du mariage. Donc il n'a pas été content, il a dit allez, dorénavant, je spolie tout ce qui appartient aux catholiques. C'est à moi, et moi, dorénavant, c'est moi le chef de l'Église. Donc on connaît la cause du schisme anglican, hein, il ne date pas d'hier, hein, il est quand même vieux. Et il y a toujours des mecs qui acceptent que cette famille d'Angleterre, là, cette famille de pingouins, là, hein, qui est... Ouais, on va vous le servir aussi, tant qu'on y est, chers amis protestants. Ouais, allez, c'est ma tournée, c'est le bistrot, là. Quand même que il y a depuis la création de la Pilgrim Society, hein, la Pilgrim Society, il y a toujours eu un membre de la famille royale d'Angleterre qui avait le siège d'honneur. Et je vous signale également que tous les directeurs de la Fed, soi-disant ils arrivent là par hasard, bon, bien sûr ils sont choisis au mérite, hein, vous y croyez encore vous, l'accession au mérite, ben, ils étaient tous de la Pilgrim Society. Tous les présidents de la Fed, quasi à un ou deux près, au même titre que tous les présidents des États-Unis étaient francs-maçons. Hein. Moi, je veux bien ce que vous voulez, mais les gars, quand même,
je trouve pas que si pour mériter d'être président, il faut être franc-maçon, ben oui, donc on parle pas de la même, on parle de l'absolutisme des catholiques quand le catholicisme gouvernait encore la France et le sud de l'Europe. Mais alors là, en matière d'absolutisme, c'est que du début à la fin, il n'y a pas un catholique. Hein. Si vous rentrez à la Fed, s'il y en a un, c'est qui travaille en intérim, qui balaye le placard à balai et qui ne sait pas où il est. Hein. Mais sinon, nous, excusez-nous, les catholiques, en matière de capitalisme, en matière de société, notre pape, il nous a interdit, quoi. Il nous a dit non, non, vous n'avez pas le droit. Alors, comme le pape nous a interdit d'adhérer à des sociétés qui travaillent dans l'ombre, dans les ténèbres, hein, vous faites vos œuvres dans les ténèbres, hein, vous vous rappelez qui vous accusait de faire ça? Eh bien, aujourd'hui, vu le grand succès obtenu par la franc-maçonnerie, mais vous nous avez monté des clubs à n'en plus finir, la Round Table, le machin de Rome, Davos, Bilderberger, Round Table, mais tout ça, c'est des associations. Oh, tu as trop lâché de vérité, là, ça. Bon, c'est bon. Protestante. Hein, je crois que je suis coupé là. Oui, mais c'est revenu. Là. Oui, c'était coupé, mais c'est revenu. Là. Des bonnes. Voilà. Donc aujourd'hui, excusez-moi, j'ai fait grincer la chaise. Je dis aujourd'hui, si on regarde à minima, maintenant que les gens, suite aux événements du Corona Circus, commencent à se dire que peut-être il y aurait des gens qui en secret s'organisent pour spolier les peuples et voir leur nuire. Eh ben, vous regardez le Larousse, ça s'appelle un complot. Hein. C'est pas celui qui dit regardez, il y a quelque chose de louche qui est complotiste. C'est ceux qui se réunissent au détriment du bien commun, pour des intérêts particuliers. Donc vous voyez, des gens qui se réunissent en secret pour des intérêts particuliers, ça s'appelle un complot. Voilà, c'est ça, un complot. Donc si vous voyez pas de complot, bah écoutez, c'est que vous savez pas qu'au Forum de Davos, ce qu'ils font, ou au Bilderberger, ou même à l'ONU, c'est une mascarade. Vous voyez un protestant qui vous sort une petite fiole comme ça et qui vous dit ce sont des armes de destruction massive. C'est un affront à l'intelligence. Vous regardez les attentats du 11 septembre, c'est un affront à l'intelligence. Vous regardez l'assassinat de Kennedy, c'est un affront à l'intelligence. C'est un affront. Donc peut-être, à force, il y a eu autant d'affronts à l'intelligence, il y a des gens qui commencent à se rendre compte qu'on les prend pour des cons. Ben, voilà. Comme le convoi de la liberté, moi, c'est un affront à l'intelligence. J'en reviens encore à ça, Denis, désolé. Moi, je... Ben, le convoi de la liberté. Le convoi de la liberté. On sait qui est derrière tout ça. Là, ça fait longtemps, ça fait des centaines d'années. Mais ils ne pourraient pas prévoir des mouvements spontanés comme ça aussi. Mais de toute façon, à la limite, ils ont l'art de dévoyer des mouvements spontanés ou de les éteindre, tout simplement. Oui. Voilà. Comme les gilets jaunes. Hein? Comme les gilets jaunes, des balles dans les yeux, puis tout. Là, ils n'ont pas de problème avec ça. Là. Si ça ne va pas de leur côté, ils s'arrangent. Hein. Ils s'arrangent toujours pour gagner. Voilà. Après, ils les ressortiront du placard le jour où il y aura réellement... Alors, dans quel ordre ils vont jouer la partition? La guerre civile avant la crise économique qui provoque la guerre civile, la crise économique provoquée par le Corona Circus, mais surtout pas par les malversions de toutes ces banques centrales qui prennent votre argent dans votre poche pour faire du tapering et remonter le cours des actions. Ça personne n'a remarqué, quoi. Voilà, mais c'est votre argent. Voilà, par contre, ceux qui ont faim, bah, ils ont droit au LBD, quoi. Et je dirais qu'il faudrait peut-être, à un moment donné, se demander, c'est des hasards que je ne comprends pas, moi. Moi, c'est des choses spontanées que je ne comprends pas, des hasards que je trouve un peu bizarres.
et ce qui crée une espèce de petite méfiance, quoi. Je veux dire, moi, les gilets jaunes, je le redirai toujours, je leur ai apporté à manger, à boire, de quoi se chauffer, mais j'ai dit, j'irai pas manifester, je n'obtiendrai rien et je prendrai des coups. Donc, tant qu'à faire, je préfère choisir le moment où je peux me défendre. Donc, j'utilise le proverbe que j'ai cité au début. Pour l'instant, on regarde, on regarde. Après, en ce qui concerne le mouvement des routiers, ça, allez, admettons que ça provoque quelque chose, mais ça provoquera quelque chose qui sera dirigé dans une direction qui les arrangera. Et voilà. S'ils veulent la guerre civile, ils pourront faire dégénérer ce mouvement en guerre civile, où il pourra finir en jus de boudin et tout le monde va rentrer chez lui en klaxonnant, où Trudeau peut démissionner, où ils peuvent, mais forcément, ils vont être obligés de donner quelque chose sur le Corona Circus, puisque bon, maintenant, plus personne n'est trop dupe. Les mesures qui sont prises ne sont pas du tout en adéquation avec la situation. Ils sont plutôt en adéquation avec une installation de dictature. Dictature qui, si elle doit reculer, reviendra au cours d'un autre événement et de façon beaucoup plus dure. Parce que là, aujourd'hui, à supposer qu'ils relâchent la pression, bon, et que il y a des gens qui n'ont pas demandé le passeport pour Babylone, ils ont résisté, et de façon absolument merveilleuse, parce qu'ils ne voulaient pas servir de cobaye, parce que, quelle que soit la raison, et puis ceux qui sont tombés, je pense à eux également, parce qu'ils devaient nourrir leurs enfants. Ça, c'est, nous, on est des dommages, on est tous quelque part, pour ces gens-là, les 80% d'inutiles, qu'on soit vacciné ou pas vacciné, pour eux, c'est pareil. On est à éradiquer. Voilà. Mais au-delà, il y a un pouvoir qui réclame le marquage. C'est ça la question. Ce marquage qui se pratique depuis des années. Depuis des années, on signe des pactes avec le démon. On en reparlera de ça. Il nous en a fait signer plein de pactes. Aujourd'hui, on arrive au pacte où le mec, il dit, écoute, je vais changer ta génétique, je vais te donner, et si tu me donnes le droit de changer ta génétique, je vais te donner un ticket, tu as un passeport pour Babylone. Ça, c'est l'illusion. Ça, c'est l'illusion. L'illusion, mais Babylone, c'est fini. C'est terminé, on est cuit. Je veux dire, le sort en est tiré, et on peut dire sans trop se tromper aujourd'hui, quand on voit les belligérants et qu'on a une petite connaissance un petit peu du programme, qu'à mon avis, avant la fin du mandat de Biden, on va se prendre une bombe atomique. Hein. Ça, et la bombe atomique, on l'aura. Hein. Je vais vous citer une autre prophétie. Et alors, cette prophétie, je la reprends de loin, puisqu'il y en a qui lisent le livre d'Enoch. Moi, je vais vous parler de la pierre de Seth. La pierre de Seth, vous ne savez pas ce que c'est, la pierre de Seth. La pierre de Seth est citée par Flavius Joseph dans les Antiquités juives. Elle est citée, elle dit, cette pierre, tout le monde sait où elle est, il cite le lieu. Il dit, sur cette pierre, Adam a gravé dans la brique et dans la pierre, pour que ça ne se soit pas oublié, l'humanité sera détruite une fois par l'eau et une fois par le feu. Ben moi, les gars, quand vous avez cette pierre depuis Adam, et puis que la Sainte Vierge, elle vient à la Salette et qu'elle vous dit Paris sera brûlé et Marseille englouti, j'aurai une petite méfiance et je ferai comme dit le proverbe, il dit un homme prudent prévoit le mal et se cache. Voilà. Donc, après, on va servir une petite couche encore à nos amis protestants. On leur en met encore une couche. Allez, vous voulez que je vous parle de la mort de Luther? Eh bien, écoutez, vous savez quoi? Eh bien, c'est connu, hein, il y a eu le témoignage des serviteurs de Luther. En fait, Luther, le soir, avant de mourir, il a ripaillé, et puis d'un coup, il a vu une angoisse, parce qu'à sa fenêtre, il a vu le diable qui était en bas de la fontaine. Le diable avec qui il causait depuis un sérieux moment. Je n'ai jamais entendu dire, mais bon, il paraît que lui, c'est normal. Nos chers amis protestants prétendent que c'est normal tous les soirs de discuter avec le diable. Moi, je ne le sens pas bien, leur truc. Mais en plus, quand le fondateur, il se pend, parce que les lits, ils étaient en hauteur avant, parce qu'il fait plus chaud en haut qu'en bas, il se pend à son lit, et que ce sont ses propres serviteurs qui font un témoignage
que l'on connaît, hein, on leur a demandé, quand ils ont appelé les gens, on leur a demandé, bon, enlevez ça, remettez-le dans le lit, et on va dire qu'il est mort d'autre chose. Seulement, le problème, c'est que ce témoignage, ces gens-là, ils ont eu un petit peu des scrupules et ils l'ont fait écrit après. Voilà, alors cette publication, dans le monde protestant, quand elle est sortie, ouf, non, parce qu'à l'époque, on se disait, un mec qui se pend, c'est pas très catholique. Hein. Alors, ils ont attendu 29 ans plus tard pour réfuter ce témoignage. C'était un peu long, vous auriez pu réfuter du vivant des témoins, peut-être. Il ne fallait pas attendre qu'ils meurent, hein. Il fallait aller les questionner, ils étaient là, tout le monde les connaissait. Pourquoi vous n'êtes pas allé les questionner, mes chers amis protestants? Ça vous gêne que Luther il soit pendu? Ça vous gêne? Ça vous gêne que ce soit les luthériens qui nous ont inventé les banques, les cartels du pétrole, hein? C'est les cartels pharmaceutiques, c'est les 2 bombes atomiques, hein, sur Hiroshima et Nagasaki, sur la fondation catholique de Nagasaki, Little Boy. Je crois que c'est des protestants qui ont appuyé sur le bouton, je crois savoir. Hein, moi, je dis ça, je dis rien, hein, mais bon, il me semble bien que c'est ça. Et puis, je dirais, vous savez, mes chers amis protestants, quand on choisit un mauvais maître, on devient consubstantiel à son maître. On devient consubstantiel à son maître. Voilà. Et à ce moment-là, quand on sert le diable depuis aussi longtemps, les conséquences, quelles sont les conséquences quand on sert le diable depuis si longtemps? Écoute, Pierre, tu l'as, le résultat des conséquences. Quand vous savez qui vous servez comme maître, chers amis protestants, qu'est-ce que vous faites? Vous faites des bunkers. Exactement. Ça va être la conclusion, puis c'est parfait. On se cache, mais tout est dit. Je te laisse expliquer parce que tu le formules bien, Denis. Ben non, c'est toi qui le bon catholique. OK, c'est bon. La version protestante, c'est qui ont vraiment peur de mourir comme leur Luther. Ils se font des bunkers puis ils s'attachent à ce monde. Alors que les catholiques, eux, ils retournent travailler la terre paisiblement, avec la confiance de Dieu. Ils n'ont pas peur de l'apocalypse, ils n'ont pas l'antichrist toujours en tête constamment, hein, comme les protestants, qu'eux, puis les témoins de Jéhovah, puis les mormons, c'est trop la fin du monde à chaque jour pour eux, là, ils sont terrorisés de ça, mais les catholiques, non. Eux, on est en paix, dans le fond. On fait confiance à Dieu. En fait, pendant que nos chers amis protestants nous tiraient une bombe sur la tête à Nagasaki, nous, on est sortis vivants avec la médaille miraculeuse de la rue du Bac. Voilà, historique, vous pouvez le vérifier. Donc, voilà, si on veut faire des parallèles, faisons les bons parallèles. Et je rajouterai, en fait, je dirais que Luther est un antéchrist à dilution lente. Vous voyez? Parce que, mes chers amis protestants, je voudrais que vous m'expliquiez un petit détail. Si la foi sauve sans les œuvres, à quoi sert la charité? Parce que moi, vous allez m'expliquer, voilà, comment on peut avoir à utiliser sa charité sans œuvre. Est-ce que c'est possible? Il faut me l'expliquer. Moi, je ne sais pas. Moi, je sais simplement que les œuvres protestantes sont grassement défiscalisées et surtout hautement ostentatoires. Nous, chez les catholiques, on dit que ce que donne la main droite, la main gauche ne doit pas le voir. Enfin, ce que dit le même livre qui prétend défendre que nous. Eh bien, si vous avez jamais vu plus ostentatoire en caritatif que des protestants, écoutez, regardez les œuvres caritatives de Bill Gates ou ou regardez toutes les fondations des milliardaires américains qui ont fabriqué des écoles déductibles des impôts. Vous voyez, vous faites du caritatif déductible des impôts. Et surtout, vous dites à tout le monde, et puis surtout, vous montez une école, par exemple, comme YOL, et puis vous organisez, à l'intérieur de toutes les écoles, il y a ça, des élites à l'intérieur de l'école, style School and Bond. Voilà. Et comme ça, vous pouvez présenter aux élections américaines un monsieur Bush et un monsieur Kerry et nous faire croire qu'il y a une alternative. C'est très protestant, l'alternative. Oui, Bush ou Kerry. Et puis peut-être qu'en France, on aura
Macron ou Pécresse, ou Macron ou Zemmour contre Mélenchon, mais c'est tout pareil. S'il n'y en a pas un qui remettra en cause les mensonges et les blasphèmes, légiférer. On a légiféré sur des lois qui sont la désolation de l'abomination. La désolation de l'abomination, prédite par Daniel, bien entendu. Voilà. Et donc, eh ben, le tarif, il est dans le grand livre. Ce qu'on essaie de vous expliquer gentiment, sors mon peuple, sors de Babylone, de peur de participer à ses péchés et recevoir les coups qui lui sont destinés. La Sainte Vierge, elle a dit, Paris sera brûlé. En ce moment, vous avez peut-être peur de ce qui se passe en Ukraine. Écoutez, moi je pense, je vais vous rassurer, je pense qu'ils vont, c'est pas encore, les Russes, pas encore, à mon avis, vous verrez, je peux me tromper, que tous les géopoliticiens m'expliquent, les tensions, les forces en présence, tout ça c'est du violon. Voilà. La réalité, elle est ce qu'elle a toujours été. C'est eux, ceux qui dirigent le monde, qui dirigent la thèse et l'antithèse. Le but, je te donnerai toutes les richesses du monde si tu m'adores. Je te donnerai toutes les richesses du monde si tu m'adores. Eh ben, je peux vous dire qu'il y en a un paquet qui ont signé le pacte. Oh là 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 là. Aujourd'hui, si tu dis en France aux Français, Johnny Hallyday, il a signé le pacte. Il l'a dit. Tout le monde le sait. Il a signé le pacte. On lui fait des obsèques nationales. Ben écoutez, je vous rappellerai ce qu'est la charité. La charité, si vous voulez, elle a horreur des louanges. Les louanges du monde appartiennent à ceux qui servent le prince de ce monde. Les louanges du monde appartiennent à ceux qui adorent le prince de ce monde. Voilà. Donc, mes chers amis protestants, je vous laisse à la cérémonie des Césars, je vous laisse à la remise du prix Goncourt, au Renaudot, je sais pas, du prix Nobel, du Golden Award, Globe machin, tout ce que vous voulez. Allez, la voie est large. Et puis après, je dirais aux gens, malheureusement, qui cherchent des followers, je dis, vous savez, débarrassez-vous des casse-bonbons, hein, il n'y a pas de temps à perdre, perdez des followers et gardez des followers qui ont encore au moins une tête bien faite. C'est mieux que bien pleine. Quel était votre sujet, mon cher ami? Là, moi, je pense que ça conclut bien ça, parce que tu as parlé beaucoup de tous les sujets, puis ils sont tous barrés. Hein. Mais moi, j'ai rien à ajouter. C'était très bien. Denis, voilà. qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça? Alors, pour ajouter que, en fait, bon, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, j'espère que tu parleras du sermon sur la montagne. Je pense que il y a des docteurs de l'Église qui en parlent bien mieux que moi, donc on vous les a mis dans la bibliothèque. Oui, c'est vrai, la bibliothèque, il faut la brancher encore. Là, je vais mettre tout de suite le lien après le stop de la bibliothèque en dessous, là, pour tout le monde. Alors après, on peut dire aux gens, après la vidéo, vous pouvez poser des questions sur un sujet géopolitique, etc., économique, eschatologique, si vous voulez. Après, le problème, on n'a plus le temps de faire de la catéchèse, les gars. On n'a plus le temps de faire de la catéchèse. On ne va pas se battre. Déjà que les théologiens aujourd'hui, ils ne comprennent pas grand-chose. Alors imaginez un mec qui n'a jamais lu l'Évangile. Alors, vous avez à disposition une Bible carrière, je crois, dans la bibliothèque, complète, donc avec les explications, etc. Donc, lisez d'abord l'Évangile, le Nouveau Testament, pas l'Ancien Testament, c'est compliqué. On vous expliquera dans une prochaine vidéo sur l'Apocalypse ce que veut dire Daniel par la désolation de l'abomination. On va vous l'expliquer, vous inquiétez pas, les 70 semaines, tout ça. On le redira encore s'il le faut, mais pour l'amour de Dieu, parlons entre gens qui avons au moins lu le Nouveau Testament, parce que
si vous ne l'avez pas lu, que vous n'avez pas suivi, il y a une petite exégèse facile, une petite explication de texte, vous voyez, mais version ancienne à l'époque où les 100 ans donnés à Satan pour détruire l'Église n'étaient pas encore commencés. Voilà, ça n'avait pas encore commencé. Donc, mais après, là, vous avez assisté à beaucoup de choses qui meurent. Observez la nature et vous comprendrez pourquoi Bossuet disait « Quand l'homme se révolte contre Dieu, la nature prend le parti de Dieu pour punir l'homme. » Alors, vous avez bouffé du réchauffement climatique, et vous allez avoir froid, mes amis. Je vous le dis, parce que je pense qu'il va faire plutôt froid que chaud. Mais bon, on va vous vendre une bonne taxe carbone. Et alors, mieux que ça, si vous voulez, puisque j'avais écrit le sujet sur la taxe carbone il y a un moment, sur la pantomime carbone, sur les écolos tartuffes, je dis, mais vous verrez, vous aurez une taxe carbone qui va vous tuer, parce que c'est la taxe carbone qui nous tue en ce moment, soyons clairs. Les pauvres, pas les riches. Les pauvres, c'est la taxe carbone qui nous tue. Quand on paye ce qu'on paye le carburant ou l'électricité, c'est la taxe carbone qui fait qu'on paye. Vous lisez une facture d'électricité, c'est moitié des taxes et moitié votre consommation. Voilà. C'est pour ça que cette année, ils vont nous mettre 50% de plus de frais d'électricité. Et puis, comme ils ne sont pas sûrs qu'on va être complètement à genoux, ils vont nous en mettre encore une deuxième avoinée sur les oreilles. Et puis, à la fin, ils vont vous dire, tenez, on vous donne un billet de 100 francs où on va vous déduire ça de vos impôts. Mais, monsieur le président, le pauvre gars qui travaille à 1200 balles par mois, à 8,70 € de l'heure, mais il ne paye pas d'impôts. Donc, il n'aura pas de récupération sur sa feuille d'impôt. Ah, c'est un cadeau aux riches encore, monsieur Macron. Quelle surprise! Quelle surprise! C'était un petit cours. Ah, c'est excellent. Voilà. Parce que là, on s'était dit qu'on allait être moins long. Puis là, ça fait 1h11. Fait qu'on, ça se terminerait bien, ça. Il y a en masse de stock pour que le monde écoute et réécoute, puis prenne des notes et aille à la bibliothèque quand ils ont des questions. Et alors, donc, le sujet du bistrot de l'Apocalypse, c'est en fait analyser un petit peu les nouvelles catastrophiques, mais une autre lecture que tout ce que vous donneront, tous ces économistes, tous ces géopoliticiens. Alors, moi, j'appelle ça les escronomistes, généralement. C'est comme ça que je les appelle. Et puis après, vous avez les politiciens qui vont vous demander d'aller voter au nom de la souveraineté du peuple, des droits de l'homme et ce que je sais, enfin toutes les femmes. Moi, je les appelle les politiciens, Denis. Les politiciens. Ça, c'est comme ça que je les appelle. Voilà. Donc, il n'y a pas, je vous dis de suite, dans tout le panel qu'ils vous ont prévu, on ne sait jamais. Je vais terminer par une anecdote. Tiens, je vais vous finir par une anecdote concernant les élections en démocratie. Savez-vous comment a été élu le dernier président de la 4e République? Eh bien, c'était un tel bazar qu'ils en étaient arrivés. Oups, ça gèle. Si ça gèle dans le je vais être obligé de la raconter. Ça ne peut pas terminer de même. On est toujours à son meilleur quand ça gèle l'image. J'ai remarqué ça. Ben, je vais terminer l'anecdote, puis on va arrêter ça là. Je crois qu'il était en train de se faire. Il y avait une affaire avec la prostate, je crois qu'il se faisait opérer là, pendant qu'il a appris qu'il était élu. Là. Tu sais, vous voyez la phase, comment ça s'est terminé. Mais on va arrêter ça comme ça, là, avec. Ça, c'est la meilleure fin que j'ai vue. Fait que, tout le monde, on arrête ça. Arrêtez.